Bonjour à tous. La dernière fois, je vous ai montré comment cloner le projet GitHub sur votre machine localement et dans cette vidéo, on va commencer ensemble à développer l'application. D'abord, je veux vous dire que on a déjà dans les vidéos précédentes, je vous ai montré comment générer un projet Spring Boot en utilisant l'outil Spring Initializer. Et voilà, j'ai mis extract pour ce projet. Il est là maintenant. Démo, ça s'appelle démo. Également un projet Angular, front Angular. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé ces deux dossiers dans un seul dossier que j'ai nommé Tuto Spring Security. Donc, je vous recommande de faire ça. Donc, vous allez prendre les deux dossiers, celui de Spring Boot et celui d'Angular, et vous allez les mettre, les deux, dans un seul projet. D'accord? Ça sera mieux. Alors, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai ouvert le dossier démo Spring Boot par l'IDE IntelliJ. Également, j'ai ouvert avec le projet Angular, front Angular avec VS Code. Alors, nous allons commencer tout d'abord par le backend. C'est ce qui nous intéresse plus, c'est de savoir comment utiliser Spring Security, mais en même temps l'utiliser dans une application minimaliste. Et je vous ai montré ça. Je vous ai montré qu'est-ce qu'on va faire, le but de toute cette playlist. C'est bon? Alors aujourd'hui, ou bien dans cette vidéo, on va commencer avec, donc vous allez dans le dossier source, puis le dossier main, puis le dossier resources, et ça contient ici un fichier application.properties. D'accord? Donc, on va commencer à ajouter quelques configurations et on va commencer par tout ce qu'il y a en relation avec le data source. Bien sûr, on va utiliser une base de données et je vais utiliser dans ce cas-là MySQL. Je vais travailler par MySQL Workbench. Et donc, on va commencer notre configuration avec tout ce qui a une relation avec la base de données. Et si vous tapez dans Google configuration ou bien application.properties, vous allez avoir pas mal d'exemples qui vous montrent comment configurer ça. Alors moi, je vais directement vous montrer comment faire ça. C'est bon? Donc, ce qu'on fait, spring.data source .url égale. Alors là, on va mettre quoi? On va mettre l'adresse de la base de données. Ici, on va tester en local, le localhost, sur le port par défaut qui est 3306, avec la base de données également qu'on va créer tout à l'heure. On va démarrer pas à pas, d'accord? La valeur de ça sera gdbc point, ou bien 2 points. La base de données qu'on va utiliser, c'est MySQL. Donc, on va faire MySQL, 2 points, / localhost, 2 points, et le port utilisé, j'ai dit, c'est 3306. Et ici, on va donner le nom de la base de données, dans notre base de données. On va la créer d'abord. On va la créer dans MySQL Workbench. Si vous utilisez autre outil, donc vous allez créer votre base de données. C'est bon? Alors, create database. Je vais la nommer dans mon cas tuto. D'accord? Parce que j'ai ici plusieurs bases de données. Je veux donc juste pour distinguer cette base de données des autres. Je vais mettre tuto Spring Security. Vous allez mettre le nom que vous voulez. Un nom significatif, c'est bon? Spring Security. OK. Et j'exécute.
Il est là. Vous voyez, voici notre base de données. Ce qu'on va faire maintenant, on va prendre le nom de notre base de données telle qu'elle est et on va la mettre ici. Voilà. Je passe maintenant à une autre configuration dans le même contexte, c'est-à-dire le data source. Je vais mettre spring.data source.username égale. Ici, vous allez donner le username de votre base de données. Moi, c'est root. Donc ça, c'est le nom d'utilisateur de MySQL. Et c'est souvent root. C'est bon? Il me reste maintenant le password. Alors, je vais copier cette ligne et je vais simplement modifier username. Je vais mettre à la place password et je vais donner mon mot de passe. Bon, voilà, donc ça, c'est le mot de passe associé à l'utilisateur. Je vous montre où j'utilise ça. Donc, si je tape MySQL Workbench, vous voyez ici, Local Instance MySQL, le nom d'utilisateur c'est root et le localhost au port 3306. Lorsque je clique dessus, ça me donne cette fenêtre pour saisir mon mot de passe. Et lorsque je saisis mon mot de passe, ça me donne ça. D'accord? Parfois, il y a des gens qui n'utilisent pas le password, donc ça, ici, si vous n'avez pas, donc vous allez laisser ça vide. C'est bon? Je passe maintenant à configurer GPA et Hibernate. Alors, pour faire ça, je vais faire spring.gpa.hibernate.ddl auto égale update. Alors, je répète, ça, vous allez le trouver sur Google. Vous allez trouver pas mal d'exemples à propos de cette configuration. Alors, cette ligne veut dire que Hibernate va mettre automatiquement à jour la structure des tables en fonction de nos entités Java sans effacer les données existantes. J'espère que c'est clair, mais je vais l'expliquer. Je vais essayer de l'expliquer. Alors, si par exemple, vous avez exécuté votre application et vous avez à l'exécution de l'application, vous avez ajouté des données dans la base de données. Après, lorsque vous arrêtez l'application, les données restent dans la base de données d'abord. Deuxièmement, si vous avez fait quelques modifications au niveau des tables de la base de données, ils seront modifiés automatiquement. C'est bon? Donc, Hibernate va s'occuper de ça. Donc, en gros, les données ne s'effacent pas. Ils sont là, ils sont toujours là. Mais il y a d'autres valeurs qu'on peut mettre au lieu de update, comme create drop, none, validate, etc. Mais ici, je vous donne l'explication, je vous ai donné l'explication de update. Donc, on a une mise à jour au niveau des données qui existent toujours dans la base de données. J'espère que j'ai bien expliqué ça. Voilà. Après, on va mettre Spring. Ça, c'est optionnel, mais je vais le mettre gpa.show SQL égale true. Je pense que c'est clair d'après cette propriété-là, show SQL. Donc ça affiche les requêtes SQL dans la console. Lorsque vous avez une méthode qui ajoute
une entité ou bien par exemple un nouveau utilisateur dans la base de données, la requête SQL exécutée sera affichée dans la console. C'est bon? Ensuite, on va faire, je pense que c'est suffisant pour GPA Hibernate. Voilà, je pense que c'est suffisant. Alors, en résumé, ce que vous devez retenir, Spring, vous voyez ça? Spring.dataSource, Spring.dataSource, Spring.dataSource. Ça permet de configurer la connexion à la base MySQL. Et nous allons tout simplement ajouter nos identifiants. Et après, on a spring.gpa.hibernate DDL auto. Ça indique à Hibernate comment gérer les tables selon la valeur que vous avez donnée ici. Et dernièrement, ici, finalement, gpa.showSQL, ça c'est juste l'affichage des requêtes SQL exécutées. Alors, grâce à ça, Spring Boot se connecte automatiquement à MySQL et gère nos tables à partir des entités Java. C'est bon? Alors, je pense que on va ajouter ensemble, on va avancer un petit peu. Et c'est tout pour le contenu de ce fichier. Je vais passer maintenant à créer une entité. C'est bon? Et l'entité, ça s'appelle user, l'utilisateur qui va utiliser notre application. Où je vais créer l'utilisateur ou bien l'entité dans le dossier Java, ici, c'est bon. Et je clique ici, clic droit, New, Java Class. Et cette classe sera nommée, ça s'appelle User. Voilà notre entité. Alors cette classe User, un utilisateur va avoir un ID, va avoir également un email, va avoir un password et un nom. Et vous allez ajouter les attributs que vous voulez utiliser. C'est bon? Pour moi, je vais tout simplement tester avec ça. L'ID sera de type long. L'email, ça sera string. Également, les autres, ça seront de type string. Ils. Voilà, j'ajoute la visibilité. Ils seront tous private. Et après, on va générer les getters et les setters. Vous allez cliquer sur Alt, Insert. Alt, Insert. Après, voilà, getters and setters. Getter and setter. Et vous allez tout sélectionner. OK. Voilà. Alors ça, c'est une classe simple. Mais nous, on veut rendre cette classe comme une entité. Mais comme on veut la rendre une entité pour qu'il soit géré par GPA. Pour cela, on va utiliser des annotations. Par exemple, pour rendre cette classe une entité, il suffit tout simplement d'ajouter la notation entity. C'est bon? Je peux ajouter également une autre annotation table, mais c'est optionnel. Pourquoi? Parce que ici, entre parenthèses, on donne le nom de la table. Voilà, comment je vais expliquer ça? La classe, ça s'appelle user. Mais user, lorsqu'il sera mappé dans la base de données, il sera nommé. On va avoir une table dans la base de données qu'on a tout à l'heure créée qui porte le nom users. Donc, selon le nom que vous allez mettre ici, ça dépend du nom que vous allez mettre ici. Dans mon cas, j'ai utilisé la notation table avec le nom users, donc j'aurai une table qui s'appelle users dans ma base de données. Si je mets pas cette ligne, j'aurai une table qui s'appelle user. Donc la table va prendre le même nom que cette classe. C'est bon? Et moi, je vais utiliser ça.
Après, on a autre annotation qui est l'ID pour dire que voilà, ça c'est l'ID. Et on a aussi des autres annotations comme generated value pour déterminer la stratégie de la génération de cet ID, comment cet ID sera généré. Dans mon cas, je vais mettre strategy generation type dot identity. Et voilà, il y en a aussi pas mal d'annotations qu'on peut ajouter. Par exemple, ici l'email. L'email doit être unique dans ma table. Donc, il ne doit pas être utilisé plusieurs fois. C'est logique. Donc, pour gérer ça côté backend, on va ajouter une annotation colonne et ça va avoir un attribut unique true. C'est bon? Voilà. Mais notez bien que les annotations qui sont obligatoires dans tout ça, on a deux. Entity pour que notre classe soit une entité et l'ID pour dire ou bien pour montrer l'ID de notre entité. C'est bon? Voilà. Je pense que je vais m'arrêter ici. Après, on va continuer. À la prochaine vidéo.